bien, on va démarrer. Bonjour à tous. Je m'appelle Florence Lyon, je suis à la RATP et j'ai en charge une équipe qu'on appelle la Core Team au sein de la Fabrique Digitale qui regroupe tout un tas d'expertises transverses. Ma mission première quand j'ai rejoint le groupe RATP, c'était opérer une transformation agile à l'échelle dans la boîte qui fait les métros, donc c'était un petit challenge. Et avec moi, vous avez vu, je suis pas toute seule, je suis très bien entourée. Donc j'ai eu la chance d'avoir Ibrahima qui a rejoint mon équipe il y a quelques temps et je vais te laisser te présenter. Donc moi je suis Ibrahima Ndiaye, donc je suis CTO à la Fabrique Digitale et dans mes missions j'ai tout ce qui est cohérence technique et architecture. C'est pour ça qu'on va vous parler de ce mariage entre l'architecture et l'agilité. Alors évidemment, vous avez l'habitude, maintenant ça fait 2 jours que vous êtes là. On remercie chaleureusement tous les sponsors qui rendent cette conférence possible. Sans eux, on ne serait pas là en train de finalement s'inspirer les uns les autres de nos expériences, de nos méthodes. Donc un grand merci à eux. Et du coup, sans transition, on passe. Voilà, ligne 1 pour le mal. Vous allez voir, on a une petite charte graphique qui est assez sympathique, mais vous la connaissez. Petite introduction pour démarrer, puisqu'on parle d'architecture et agilité. Alors, je sais pas chez vous comment ça fonctionne. Chez nous, on va dire que au début, c'était sympa. Je vous présente Camille, elle est delivery dedans. Camille, je viens de lui confier un super sujet. Alors Camille, elle est hyper enthousiaste. Le pitch, Camille, elle prend le métro comme tout le monde, et puis sûrement comme vous aussi. Elle se dit quand même le matin, quand elle prend la ligne 1, ce serait vachement sympa si on pouvait lui indiquer dans le prochain métro où est-ce qu'il faut monter pour pas être comme ça dans le métro. Est-ce qu'on peut quelque part partager des données d'affluence avec les utilisateurs du métro, et ça les aiderait finalement à bien, en tout cas à faire leur trajet dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est que pour ceux qui prennent des lignes à l'heure de pointe le matin, c'est pas toujours un moment de plaisir et de... Voilà. On sait ce que c'est. Donc Camille, elle est hyper enthousiaste, parce qu'en tant qu'utilisatrice en plus du métro, elle se dit, mais c'est un cas d'usage de malade, moi j'ai trop envie de bosser là-dessus, le besoin il est top, on a pris le temps de bien cadrer le besoin avec le métier, donc on sait ce qu'on veut faire, vraiment c'est génial. Puis c'est un sujet, franchement, quand on tire un peu les fils, on sent qu'il peut aller très très loin. On pourrait imaginer que sur les lignes automatiques, on pourrait injecter des rames en temps réel, quand on a vraiment une affluence un peu machin. Enfin, t'imagines la fête de la musique, tout le monde est pareil, on ne sait pas comment les gens peuvent rentrer, pareil, on injecte un micro. Vraiment, on se dit, l'affluence, on travaille à la RATP, c'est comme une mine d'or, cette donnée. On pourra en faire des trucs assez sensationnels. Donc Camille, elle est comme ça, elle veut absolument lancer le truc. Et puis ça, c'est Camille. Un peu après. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec Camille? Alors ça, c'est pas sympa pour Ibrahima. Mais c'est pas faux. Effectivement, elle vient d'échanger avec un architecte. Et tout de suite, c'est un peu moins sympa. Parce que l'architecte, qu'est-ce qu'il lui dit à Camille? Mais alors, tes données, elles viennent d'où, là? Elles sont qualifiées, c'est urbanisé, ça vient de la plateforme data, et puis alors, attends, là, dans la feuille de route, moi, de toute façon, des sites du métro, je l'ai pas, ton truc. Donc, on va se calmer tout de suite. La conformité, c'est mon domaine. Donc, Camille, arrête. Et puis, moi, j'aimerais bien que tu fasses une spec, d'abord, pour démarrer. Parce que, déjà, ça commence par là. Donc, moi, je récupère Camille après ça. On peut dire que Camille, elle est un petit peu déprimée. Et elle sait pas trop comment faire. Bon, vous avez compris, j'ai à peine exagéré, quelques traits, certaines postures. Finalement, ce qu'on a décrit là, je pense que c'est vrai dans d'autres boîtes que chez nous, en toute modestie. Ce qu'on est en train de vivre finalement, c'est un vrai conflit entre d'un côté les postures, les visions de l'architecture et les visions de l'agilité. Pour les architectes, l'agilité c'est quoi? Est-ce que vous savez? C'est un beau bordel, effectivement. Les agilistes, ils font chier, en fait, à vouloir sans arrêt pivoter, adapter, s'adapter, machin. On privilégie quand même l'interaction humaine à la contractualisation, on ne doit quand même pas faire des specs, c'est quand même chiant les specs. Et puis effectivement, c'est des petits jeunes qui pensent qu'ils peuvent être autonomes sans aucun contrôle, et derrière, la conformité de l'organisation, on se la met gentiment à la poubelle. Donc voilà, les architectes, c'est pas des grands fans de l'agilité quand même, quand vous leur posez la question. Et puis de l'autre côté, vous posez la question aux agilistes. Pour vous, c'est quoi un architecte? Un empêcheur de tourner en rond, pour être plus poli. Mais il est gentil. C'est celui qui dit non. C'est celui qui dit stop, arrêtez, vous allez trop vite. Pas comme ça.
vous avez pas bien regardé le sujet, il faut qu'on prenne le temps. Tu sais, l'urbanisation, c'est important, donc on va se poser, on va réfléchir, on va se réunir dans une salle avec des gens, on va faire des dessins au tableau. Voilà. Et donc finalement, les agilistes, finalement, les architectes, c'est ceux qui nous ralentissent, c'est ceux qui nous empêchent d'innover, c'est ceux qui nous empêchent d'avancer. Et donc c'est pas évident finalement de réconcilier ces deux mondes-là. Et au-delà des postures et de ce que les gens peuvent penser les uns des autres, on est aussi quelque part face à un conflit dans les promesses autour de l'agilité et de l'architecture. Finalement, l'agilité, j'espère ne rien vous apprendre, en tout cas ici. Il y a pas mal de promesses autour de l'agilité, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Et donc évidemment, on va privilégier la collaboration humaine. Évidemment, on veut avant tout livrer de la valeur rapidement, de manière itérative et incrémentale, vraiment en étant priorisé sur les besoins des utilisateurs. Et puis le changement en agilité, c'est pas une contrainte. Ce qu'on dit finalement quand on est agiliste, c'est qu'un changement, c'est aussi une opportunité. Il faut le voir comme tel, et c'est justement d'en tirer le meilleur parti possible, plutôt que de le voir comme une contrainte. Et puis de l'autre côté, vous avez les promesses de l'architecture. L'architecture d'entreprise, ça existe aussi depuis des années. C'est pas pour rien que toutes les grandes boîtes ont aussi des équipes d'architectes. On a besoin d'architectes aussi pour garantir une certaine conformité, un certain niveau d'urbanisation, qu'on ne duplique pas des choses à X mille endroits, qu'on ait des données à peu près cohérentes et des vraies politiques en la matière. Mais évidemment, on a besoin de quelque part de poser une stratégie globale et puis d'essayer de la suivre. Donc c'est pour ça que finalement la mission des architectes est importante. Et donc les architectes, ils attachent une grande importance aussi au suivi du plan. Donc ça, c'est un petit repoussoir aussi quand même pour nos agilistes. Et ben donc pourquoi ça 15, vous l'avez compris. On va opposer finalement des notions qui peuvent paraître assez contradictoires. On va vouloir d'un côté aller vite, tout en planifiant. On veut livrer souvent, sans oublier de bien documenter, hein, quand même, c'est important. On veut s'adapter toujours, mais aussi en standardisant, hein, faut pas déconner. Et puis enfin, on promeut la collaboration, mais il faudrait quand même qu'on puisse avoir des instances de contrôle, de validation, hein, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est bien connu. Et donc ça coince. Ça coince finalement le combat entre ces deux promesses. Ce qu'on a essayé de faire avec Ibrahima, face à ce petit problème l'on vivait depuis quelque temps à la RATP, c'est qu'est-ce qui se passe finalement si on change de posture. Et si finalement, au lieu d'être en conflit et d'essayer d'amener l'autre à inverser son point de vue, ce qu'il ne fera pas, parce que chacun ses valeurs, chacun ses convictions, quelque part, essayons de parler de ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit, qu'on soit architecte ou qu'on soit agiliste, on fait des produits pour des utilisateurs. Ces produits, on les fait parce qu'on est convaincu qu'il y a une valeur derrière. Alors, évidemment, la RATP, c'est pas un petit groupe. Hein. Donc, la RATP, on est à peu près 66 000 personnes. Donc, vous imaginez que le travail, il est bien segmenté. Donc, il y a des gens qui font certaines tâches, puis après, une fois qu'ils ont fini, passe à la personne d'à côté qui fait une autre tâche, etc. Donc, vous connaissez aussi tout ce que les ruptures de séquence peuvent amener en termes de perturbations dans ce type de produit. Et donc, finalement, on avait notamment dans ces ruptures de séquence, à un moment, on voyait des architectes qui devaient intervenir et qui faisaient faire stop à tout le monde. Il n'y a pas que les architectes, il y avait aussi plein d'autres personnes autour de ça. Et donc nous, ce qu'on s'est dit avec Ibrahima, c'est recentrons-nous sur le produit. Quelque part, ce produit-là, je vous parlais de l'affluence tout à l'heure, on travaille réellement dessus, hein, c'est un vrai usage, on est en train de le bosser. Nous, on est convaincus que c'est un super produit, qu'il faut le faire, et potentiellement, il y a plein de cas d'usage derrière. Et si, plutôt que de s'opposer les uns les autres, quelque part, on se disait finalement, ce produit, il appartient à tous. Il appartient aux architectes, il appartient aux squads qui vont le produire, il appartient évidemment aux product owners côté métier qui portent cette vision. Et ce produit, il appartient avant tout à ses utilisateurs. Demain, les utilisateurs de l'influence, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui prennent les transports tous les jours et qui seraient hyper intéressés pour avoir ça. C'est aussi des agents RATP qui seraient eux aussi hyper intéressés d'adapter l'offre de transport en temps réel pour que vous puissiez finalement voyager dans des conditions les plus agréables possibles. Donc arrêtons de nous opposer. Et essayons finalement de parler de ce qui nous réunit. Donc c'est là où Superman est arrivé. Superman s'appelle Ibrahima. Merci. Je suis Superman. Non, alors, effectivement, il faut qu'on puisse s'aligner tous autour d'un produit, mais il faut aussi s'aligner tous autour d'une architecture. Et en fait, généralement et historiquement, quand un architecte travaille, il est mis en face d'une équipe produit. Et effectivement, ce qui va faire l'architecte, c'est quoi? C'est je veux le B, je veux les exigences, et
Et tout ça, bien entendu, c'est très bien documenté, comme vous le savez. Et surtout, c'est de qualité et c'est limpide. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'architecte? Il va récupérer ce qu'il a, en tout cas le cimetière de ce qu'il a, et il va récupérer les plans, s'il a les plans, il va récupérer les patterns, etc. Et il va retourner dans son bureau et il va travailler tout seul. Et ça, historiquement, on le voit beaucoup chez beaucoup d'architectes. C'est vous travaillez trop tout seul dans votre coin. Et une fois qu'il va travailler tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va délivrer la solution en disant voici ma solution, tenez, buvez, ceci est mon sang, et il va s'en aller. Et généralement, l'équipe, elle est très frustrée. Pourquoi? Parce que l'équipe, elle se dit, bah, on m'a imposé une solution, cette solution, elle va pas du tout avec ce que nous on va faire, elle va pas du tout avec ce qu'il y a sur le terrain, et surtout, ce monsieur, il n'a exploré aucune autre option. Il est allé tout droit. Et ça, c'est une vraie problématique d'architecture, et pour faire beaucoup de discussions avec plein d'architectes, c'est vraiment un des sujets qu'il y a en ce moment, c'est comment on fait évoluer un peu cette architecture. Donc du coup, j'ai bien promis à Florence que je ne ferais pas ça, avec les équipes, quand même, sinon j'aurais pas eu le job, je pense. Et donc ce qu'on dit, c'est quoi déjà? La première posture, l'architecte, il ne travaille pas tout seul. Donc l'architecte, il ne peut pas être embarqué dans toutes les équipes et tous les projets, ça c'est vrai. C'est compliqué parce qu'on n'a pas 12 000 architectes, on a 6. 6 qui travaillent sur 50 projets, pour vous dire. Donc il va travailler avec l'équipe, ça veut dire qu'il descend de sa tour, il descend dans la cave, il va travailler avec les équipes. Et la façon dont il va travailler va changer aussi. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il travaille, lorsqu'il étudie, lorsqu'il traite des sujets d'architecture, il va instruire les options et les alternatives. Ça aussi, c'est une vraie méthodologie, c'est travailler sur les alternatives d'architecture. Bien entendu, avant, dans sa tête, il avait des alternatives, mais il était d'accord avec lui-même et il travaillait tout seul, l'architecte. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on présente ces alternatives et surtout, on fait ça tout au long du cycle d'instruction des projets et des produits. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner, les montrer face à l'équipe et on va choisir ensemble. Et finalement, ça, c'est un vrai changement de posture, c'est-à-dire que l'architecte n'est plus le seul à décider, il décide avec l'équipe. Il va aussi se permettre de pouvoir revenir en arrière et de se tromper. Ça, on en parlait juste avant, dans le talk juste avant, du fail fast. Alors, l'idée, c'est pas de dire on va tout le temps se planter à chaque fois. Mais par contre, on va faire des choix avec un niveau d'incertitude. Il y a un niveau d'incertitude qui est certain. On ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, on va s'autoriser finalement à revenir en arrière. Et donc, ce pivot-là qu'on va pouvoir se créer, ça a beaucoup de valeur parce que ça nous permet de gérer le risque. C'est pas un problème de dire, bah, on a un risque sur tel sujet, on s'autorise à revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment un vrai changement de posture dans le travail de l'architecte. Alors pour ceux, je vais parler justement avec toi, justement, il y a, ça a été théorisé dans ce qu'on appelle le continuous architecture, donc par Blue Endo en France. Je vous invite à aller regarder, c'est très intéressant. Donc il y a une communauté autour de la continuous architecture. Alors le troisième grand sujet, pareil, celui-là, on n'aime jamais en parler, mais c'est dans toute grande organisation, dans toute organisation très complexe, la prise de décision, c'est un vrai sujet, c'est un vrai souci. Personne ne veut prendre la décision et tout le monde veut la prendre. Et dans une organisation où il y a beaucoup de rôles, c'est compliqué. Qui a le dernier mot? Le PO, l'architecte, le delivery lead, le chef du chef. Si on est dans une entreprise, il y a beaucoup de chefs, bah c'est le chef du chef du chef. Et finalement, on ne sait plus où se trouve la décision et plus personne ne prend la responsabilité de prendre la décision. Ça, c'est paraît que du bon sens, honnêtement. Mais je pense que, ce qu'on a dit avant, c'est qu'on partageait et on travaillait de façon plus collaborative. 2, on va tracer, et je reviendrai là-dessus. Et 3, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assumer ensemble les décisions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur des options, sur des alternatives, qu'on a choisi, ce qu'on va faire derrière, c'est se dire, cette option-là, on l'a prise ensemble. Et ça a une vertu. C'est tout con, mais ça a une vertu incroyable dans les réunions, ça détend tout le monde. Et puis à la fin, on signe tous ensemble pour dire qu'on a bien pris cette solution. Et puis si on s'est planté dans 2 ans, on pourra retrouver les coupables. Pas d'accord. Alors, donc effectivement, là on est quand même dans les incantations, les bonnes intentions, tout ce qu'on raconte là, effectivement, ça paraît du bon sens, on se dit oui, on est assez d'accord, mais comment on a mis ça en pratique, donc à la fabrique digitale de la RATP. Donc, on a essayé de se concentrer sur 3 pratiques qu'on a intégrées dans le mode de delivery. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel on voudrait que vous repartiez en termes de pratique, c'est nous, notre façon de faire, c'est intéressant pour vous, c'est peut-être à expérimenter, mais on s'est concentré sur 3 choses. On s'est concentré sur le livrable.
Donc effectivement, et je reviendrai dessus, je montrerai même un exemple. Les livrables d'architecture sont compliqués. On ne comprend plus rien. Entre le DAT, le DAS ou le SAD, très mal nommé ce document. Donc c'est Solution Architecture Document. Mais ça montre à quel point c'est triste. On va travailler aussi sur le partage. Donc tout à l'heure, Florence a parlé des réunions où on se rencontre et on décide. Et en fait, il faut qu'il y ait des réunions beaucoup plus efficaces. Donc on a travaillé là-dessus aussi. Et puis sur la traçabilité, et là, on n'a pas fait très exotique, mais vous verrez. Je pense que vous en avez déjà vu. Alors le livrable, qu'est-ce qu'on a fait? Le livrable, on a fait un template. On a fait un document qui décrit une démarche, qui décrit aussi surtout une façon de parler et une façon de dessiner les choses. Ça, c'est hyper important. Vous connaissez peut-être les modèles C4, vous connaissez peut-être Archimède, vous connaissez peut-être UML. Tout ça, en fonction des gens, si on est formé ou pas à ces sujets-là, on va les comprendre plus ou moins. Ou pas. Le ou pas gagne beaucoup plus que le plus ou moins. Donc, on a défini un langage simple, commun, pour partager et échanger sur les schémas. Et je vous montrerai un exemple, vous verrez, c'est hyper parlant. La deuxième chose et le deuxième grand principe de ce document-là et de la façon de travailler, c'est que, vous savez, donc en architecture, on a ce qu'on appelle l'architecture intentionnelle, c'est-à-dire celle qu'on va prescrire, celle qu'on va un peu imposer, et l'architecture émergente, celle qui sort ou qui arrive des projets, qui arrive de la vraie vie. Alors ce document-là, il doit laisser de la place à cette architecture émergente-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout voir upfront, on ne doit pas tout traiter déjà dès le début, on doit laisser de la place à ce que les équipes puissent nous remonter des choses et des choses qu'on va intégrer dans l'architecture intentionnelle. Et donc dans ce document-là, finalement, il y a cet équilibre entre les deux et on doit laisser la place. Je vous montrerai encore, quand je vous montrerai le schéma, ça parlera. Puis j'en ai parlé, dans ce document, on a aussi les alternatives, c'est-à-dire qu'on présente toutes les options qu'on a évaluées, qu'on a dérisquées, qu'on a mitigées, etc., etc. Alors, je voulais vous montrer un exemple. Alors, là, nous avons. Alors, faut savoir, donc c'est un vrai cas d'étude, mais c'est pas un cas RATP. On voit des commerces, etc. Donc, en fait, à la RATP, on a une école d'architecture, et à la fin, en fait, du cursus, on leur fait faire un kata d'architecture, ou en tout cas un cas d'utilisation dans lequel on leur donne un énoncé, le même énoncé, et le template. Et on leur demande d'utiliser le template pour le même énoncé. Visiblement, il y a une personne qui n'a pas utilisé le template. À gauche, il s'est présenté, donc il a fait le travail, hein, c'était très bien, ils sont sur le fond, mais j'imagine qu'au fond, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur ce schéma-là. De près non plus, hein. De près non plus. Voilà. Et ça témoigne en fait finalement toute la puissance d'avoir un langage qu'on comprend à peu près. Lorsqu'on est loin, on distingue des choses ici, on peut discuter. Et en fait, un schéma, ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer un petit peu chez moi à l'école d'architecture ou dans le continuum architecture, c'est que un schéma, il ne doit pas être forcément hyper exact. Un schéma, il doit permettre aux gens de se rassembler et de discuter. Si on arrive à rassembler des gens sur un schéma et de discuter, on a gagné. Et je peux vous dire qu'en termes d'émotion, lorsque je vois un schéma d'architecture comme ça, présenté par un métier ou par un chef de projet, moi j'ai des larmes aux yeux. Parce que je me dis que ça veut dire qu'il a compris le sujet, c'est-à-dire que tout le monde a intégré ce sujet. Et donc les équipes peuvent partir en réalisation, en prod, etc. Nous sommes mis d'accord sur les principes de l'architecture. Non, mais je pourrais répondre à vos questions juste après sur ces sujets-là, parce que j'ai des éléments. Ça se plaire ou pas mal. Alors, sur l'aspect partage, on a fait simple, là, on n'a pas inventé plus de choses, mais par contre, vous verrez, c'est sur la posture que ça change. C'est-à-dire qu'on essaye de positionner, donc je dis on essaye parce que c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, ça avance. Donc, on met en place ce qu'on appelle une revue solution, et cette revue solution-là, donc, c'est pas une design authority, c'est pas un comité d'architecture, c'est pas un solution board, etc., dans lequel, en fait, il y a une espèce de jugement de ce qui va se passer. Là, ici, on va partager ensemble. Donc, l'architecte est solidaire de l'équipe sur la solution qui va être présentée et partagée et acceptée en fin de réunion. Et donc, ce petit changement de posture-là, ce petit alignement collectif qu'on fait, c'est le vrai changement de posture, finalement, qu'on va demander et qu'on va adapter chez nous à la fabrication, à la fabrique digitale.
Une petite anecdote, juste pour vous dire, le template, est-ce que la façon de travailler, etc. Il y a 2 ans, on a tenté de le mettre en place dans le groupe avec le terme comité d'architecture. Est-ce qu'il a été accepté par les équipes à votre avis? Non. Parce qu'on vient, on a l'impression d'être jugé. D'ailleurs, à la fin, il y a même quelque chose qui dit, voilà, avis avec réserve, sans réserve, enfin, c'est horrible. Mais juste changer de posture et se dire l'architecte est solidaire de ce qui se passe, ça va changer un petit peu la donne. Et puis pour la traçabilité, alors là, pareil, là, on n'a pas du tout été exotique. L'année dernière, il y a eu un talk de France Travail, c'est super intéressant, et Le Bon Coin aussi, je crois, sur les ADR. Donc c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Donc nous, on a utilisé cette démarche qui revient vachement à la mode, parce qu'elle existait depuis très longtemps et puis elle a disparu. Puis elle est revenue. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Le relevé de décision, donc en fin d'instruction d'architecture, où les décisions structurantes, on va les tracer dans des ADR, dans des architectures decision record. Et ce qui est intéressant dans l'ADR, c'est l'aspect social du truc. C'est pas du tout qu'on a tracé qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tracé le contexte dans lequel on a pris la décision. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se présente sur un sujet, ou qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ce qu'elles se disent, c'est qui a fait ces choix-là? Pourquoi on a fait ça? Et en fait, on va juger, tout le monde va juger, se dire, mais c'est nul ce qu'ils ont fait. C'est pas nul. À l'époque où ils ont pris la décision, c'était peut-être la meilleure décision, peut-être la seule solution. Et donc, il est hyper important, dans ces ADR, de garder le contexte, de garder les scénarios qu'on a étudiés. Et ça, finalement, ça va créer un peu de mémoire du projet, et surtout, ça va rassurer un peu aussi les gens, et ça va nous calmer sur la prise de décision. Alors, les résultats. Ce qu'on escompte par rapport à tout ça, c'est quoi? Déjà, on est content, on a sélectionné The Best Architecture. En tout cas, on pense le faire. Au moment où on le fait, on est très content. Et collectivement, on va accepter. Et surtout, c'est qu'on a aligné tout le monde. Ou en tout cas, on a tenté d'aligner le maximum de personnes autour de cette architecture. Cette architecture-là, c'est celle qui va vivre tout au long du projet, ou tout au long de la création du projet. Là où, effectivement, il faudra se poser la question d'urbanisation ou des outils, ça va être lorsqu'on va passer en prod. On doit vérifier que ça, on l'a bien mis en œuvre. Et après, on peut commencer à parler d'outillage urbain, d'outillage de cartographie, etc. Mais voilà, on pourra reparler de ça si vous voulez en dehors aussi, de ce que je pense des outils de cartographie. J'en pense du bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? Alors j'ai mis des chiffres parce que les chiffres c'est intéressant. Vous avez compris? Ce qu'on fait, c'est qu'on réduit le temps d'instruction. Et on le réduit drastiquement. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose d'industriel, on a des langages qu'on comprend, les schémas, on les comprend tout de suite. Au bout de 2-3 projets, tout le monde comprend qu'un trait plein, ça veut dire synchrone, qu'un trait pointillé, ça veut dire asynchrone, etc., etc. On va tracer des décisions et on va pouvoir avoir des métriques sur combien de décisions on a tracées cette année, combien de décisions on a pris, etc. Et ça aussi, ça crée, une mémoire, et 2, ça montre quand même qu'on est en train de faire des choses et qu'on est en train d'avancer. Pareil, socialement, c'est hyper intéressant de voir toutes les décisions qu'on a prises. Et surtout, tous les projets vont être outillés et vont avoir la même façon de fonctionner, en tout cas d'un point de vue architecture. On va s'y retrouver. Et encore une fois, les victoires, c'est lorsque les métiers comprennent ce qu'on est en train de faire. Quand un métier se dit, je viens de comprendre l'architecture, pareil, moment d'émotion. On peut avoir des larmes, c'est permis pour un architecte en tout cas. Parce que se comprendre entre architectes, c'est très bien. Le plus important, c'est de faire que les autres comprennent ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a une influence. Et donc, Camille va mieux depuis qu'elle a vu Ibrahima, en fait. C'est pas le grand méchant. Non, effectivement, quand on change de posture, finalement, au sein d'une équipe, déjà, on détend pas mal de choses. Donc, effectivement, pour les équipes agiles que l'on a, en tout cas, on essaie d'être le plus agile possible, ce changement de posture, il est clé. Il y a un point que tu n'as pas mentionné, Ibrahima, que je vais me permettre de compléter. La revue de solutions, effectivement, qu'on met en place, c'est pas un comité qui réunit tous les chefs. Aussi, c'est vrai. Alors nous, ça nous demande en tant que responsable aussi un petit peu de, on n'a pas besoin d'être là partout et de tout savoir. Non, en fait, on délègue la responsabilité, les équipes choisissent. Alors Ibrahima, lui, en tant que CTO, évidemment, c'est une partie importante, mais moi, j'ai pas besoin d'être là. Le patron de l'ingénierie, pareil, il est facultatif. C'est pas grave. Et rien que ça, finalement, aussi, c'est assez fort en termes de responsabilisation des équipes projet.
En termes d'équilibre social entre les architectes et les équipes, c'est aussi hyper important. Donc ma delivery lead Camille, et bien tout de suite, oui, elle se sent beaucoup mieux. L'architecture, elle ne le voit pas comme un espèce de blocage des personnes qui l'empêchent encore une fois d'avancer sur sa super idée. L'architecture, au passage, elle gagne surtout en influence. Quelque part, elle sent que l'architecte de solution qui travaille avec elle, c'est un allié et c'est quelqu'un de confiance sur qui elle peut s'appuyer aussi pour dérisquer derrière le projet qui le suit. Et ça, c'est hyper important. Les décisions structurantes, elles sont tracées, elles sont documentées. Comme l'a dit Ibrahima, elles répondent à un certain contexte. Et si on change les hypothèses, ben évidemment, on peut remettre en cause des décisions, mais au moins, on sait pourquoi, on sait quelles étaient les hypothèses qui ont permis de prendre telle décision. Et bien, si jamais le contexte évolue, pourquoi pas revenir dessus, mais au moins on le fait en connaissance de cause et on est capable de le faire rapidement grâce justement au juste effort qui était apporté par l'architecte de solution. Et donc, quelque part, tout le monde monte en compétences, tout le monde bénéficie aussi de cette émulation, donc il y a aussi un vrai esprit d'équipe, une solidarité qui s'opère, et on arrive bien à s'aligner sur l'objectif commun. Encore une fois, l'objectif commun, c'est le produit qu'on est en train de livrer, c'est ça qui nous intéresse, et la valeur qu'on va, in fine, finalement, pouvoir mettre dans les mains de nos utilisateurs. Et pour finir, finalement, ce changement de posture, pour nous, il est crucial. Alors, c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça peut paraître un peu magique, mais vous savez, comme moi, que c'est pas forcément aussi simple de changer ça. Évidemment, il faut injecter un petit peu de sang neuf pour que ce changement de posture l'opère. Donc, merci encore à Ibrahima de nous avoir rejoints. Mais néanmoins, ça infuse. Aujourd'hui, ça s'opère et on voit que c'est vraiment un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et de vraiment polliniser, en tout cas, la fabrique digitale de la RATP. Évidemment, ça nécessite de mettre en avant, on va se répéter avec d'autres confs qui ont déjà parlé de ces sujets-là, les soft skills sont hyper importants. Le temps où l'architecte pouvait travailler seul dans son petit bureau, à faire ses schémas, etc., ça n'est pas possible. Aujourd'hui, l'architecte solution, il doit être au contact des équipes, il doit être, du coup, évidemment, dans l'interaction, dans la recherche de solutions. Pourquoi pas dans le débat, mais en tout cas, toujours en étant orienté solution, et dans, encore une fois, une saine émulation avec l'équipe pour laquelle il travaille. Et c'est seulement avec ces conditions-là, justement, qu'on arrive à opérer un passage à l'échelle aujourd'hui. Effectivement, l'équipe d'Ibrahima, aujourd'hui, elle ne traite, on va dire, qu'une cinquantaine de projets, c'est à peu près de la moitié de notre portefeuille, aujourd'hui. Mais on a, grâce aussi à tous ces résultats, l'espoir de la faire grandir et de pouvoir demain gérer vraiment l'intégralité du portefeuille avec cette approche-là. Et donc voilà, ainsi, comment on fait passer finalement l'architecte de gardien à catalyseur de transformation. Et c'est que comme ça qu'on pourra vraiment opérer la transformation à l'échelle de la fabrique digitale RATP. Merci à vous.